Dans le Pas-de-Calais, c'est un ado de 13 ans qui a subi un tir accidentel. Dans le Beaujolais, il faudrait qu'ils arrêtent de boire d'ailleurs dans le Beaujolais. C'est une randonneuse et ses enfants qui se sont pris des tirs accidentels. Toujours, je vous le donne en mille, de chasseurs. Et dans la Drôme, c'est un cueilleur de champignons qui s'est pris encore un tir accidentel. Et donc, c'est arrivé dans la ville de Vin-Sobre. Haha, Vin-Sobre. Juste après avoir parlé de Beaujolais, justement. Et donc, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, j'ai même vu aux infos dernièrement qu'il y avait un chasseur qui avait accidentellement tué sa femme. Ouais, Ah non, mais ça sérieusement, rajoute à la quoi. liste. Ah, sérieusement. Écoutez, là, ça c'est une mugilette des bois. Petit oiseau, là, c'est bon à becter, là, avec coucoule, là, écoutez. Ah non, ça c'est un galoupio, ça. Je prends un galoupio, tu rigoles ou quoi? Écoute, il coucoule pas, il craque à quête. Bah non, mais je te dis que c'est une mugilette. C'est un galoupio, la rigueur, une pisturelle des prés. Je te dis que moi, c'est... Ah bah non, c'était Gérard. Et donc, surtout, ne faites pas ça chez vous. Et maintenant, Beryl, je crois que tu vas nous présenter une personne très intéressante, puisque c'est une autostoppeuse. Eh bien, tout à fait, Johanna. Oui, je suis partie à la rencontre de Annick Marie Bouchard. Alors, écoute, c'était vraiment une rencontre qui était passionnante, puisqu'elle a dû voir plus de pays que toi et moi réunis. En voyageant, voilà, je sais pas comment tu es, mais moi, quand je voyage, j'ai besoin de tout planifier, de tout préparer, de réserver mon train, mon avion, allez, on va dire éventuellement le bateau. Mais partir comme ça, sans savoir où tu vas, vraiment, c'est quelque chose qui me mettrait vraiment dans l'anxiété, hein, on va dire. Alors que Annick Marie, je crois qu'elle ne se souvient même pas de tous les pays qu'elle a vus. Et elle a justement écrit un super bouquin qui s'appelle La Bible du Grand Voyageur. On écoute ça tout de suite. Allô? Oui, bonjour, je suis Beryl de Radio Campus 93.3 pour l'émission Bouge ton genre. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Eh bien, ça va, merci. Alors, je vais vous demander si vous êtes d'accord de vous présenter. Oui, donc moi c'est Annick Marie, je suis une voyageuse, je voyage en autostop et par d'autres moyens alternatifs depuis environ une quinzaine d'années et j'ai tenu un blog pendant une dizaine d'années qui s'appelle Globe Stoppeuse, qui est toujours accessible en ligne même s'il n'est plus alimenté. Impeccable. Bon, je vais proposer de passer au tutoiement, ça sera plus sympa. D'accord, Beryl, comme tu veux. Impeccable. Alors Annick Marie, déjà, je vais préciser quelque chose pour les personnes qui nous écoutent, c'est que donc tu viens de l'autre côté de l'Atlantique, n'est-ce pas? Oui, je suis née dans un petit archipel où c'était commun de faire de l'autostop au Canada. Pour les gens de France, essayer de le situer, c'est un peu comme si c'était entre Québec et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça fait partie du Québec, mais c'est pas dans le même fuseau horaire que le Québec. Donc, c'est un peu décalé, quoi. Ok, d'accord. Et donc, tu me disais que l'autostop, c'était quelque chose de très, d'un peu plus naturel que pour la France, parce que en France, c'est peut-être un peu perçu comme dangereux pour les femmes et les personnes minorisées de genre. Enfin, qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Bah, en fait, je pense que déjà de traiter la France comme si c'était un bloc, c'est un peu une erreur parce qu'il y a plein de régions, d'endroits en France où l'autostop fait partie un peu de la culture. Je pense à la Bretagne ou aux Cévennes ou dans certaines vallées.
où voilà, on dit pas je fais de l'autostop et on le réclame pas d'une façon politique, mais en fait il n'y a pas de transport en commun, c'est une forme de transport en commun improvisé, de solidarité locale face à un éloignement des territoires. Il y a aussi l'effet insulaire de certains endroits, comme une vallée, c'est un peu comme une île, les gens se connaissent. Voilà, on voit souvent la même personne faire de l'autostop dans le fond de la vallée pour aller travailler ou pour aller au bar ou des choses comme ça. Donc, c'est pas les mêmes enjeux quand on se déplace en autostop que quand on fait de grands voyages ailleurs, autour de villes, sur des autoroutes. Donc aux îles de la Madeleine, c'est normal de faire du stop pour tout le monde, même pour le gamin de 11 ans qui va à son match de hockey. Mais ça serait pas le cas dans le reste du Québec, par exemple, dans un territoire où les gens ne se connaissent pas et où il y a des transports en commun plus efficaces. Ok, merci de cette rectification, mais du coup, personnellement, je me rappelle de comment mes parents flippaient quand j'allais à pied à l'école. Et est-ce que tu dirais que cette peur, elle est plutôt urbaine et que l'autostop est un enjeu rural, ou que c'est vraiment une question de région et de territoire? Tu parlais justement de la Bretagne et des Cévennes, il y en a certainement d'autres, et il y a peut-être d'autres territoires où justement les gens ont cette peur viscérale de l'autostop. Je pense qu'il y a un mix de plein de choses, c'est-à-dire qu'on vit dans une époque formidable où l'information parcourt des centaines, voire des milliers de kilomètres, des dizaines de milliers de kilomètres. On est informé du moindre truc qui peut se passer à l'autre bout de la France, comme si ça s'était passé juste en bas de chez soi, en fait. Et donc, je pense que ça joue. Après, c'est vrai qu'il y a des endroits où il y a eu des meurtres de stoppeurs, d'autostoppeuses, des gros scandales qui ont marqué les gens. Et donc ça, c'est le genre de choses qui peuvent influencer. Mais je pense que d'une façon générale, l'autostop, c'est une de ces pratiques un peu indépendantes où en fait on doit s'appuyer sur soi-même uniquement, comme par exemple faire de la marche de très longue distance ou faire du vélo de très longue distance en solo. Et donc, on apparaît comme étant vulnérable, en fait, dans cette trajectoire. Mais je crois ce qui fait que les gens ont d'autant plus peur, c'est que c'est pas seulement un déplacement dans l'espace, c'est un déplacement dans l'humain. Ça veut dire en gros que moi, à chaque fois que je fais du stop, je suis avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est peut-être l'événement le plus aléatoire ou celui sur lequel moi j'ai le moins de contrôle. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont crainte de l'autostop, surtout les personnes qui sont déjà ciblées par des discriminations au quotidien, ou qui sont visées par des espèces de les femmes qui sont visées par des injonctions à être respectables, à ne pas prendre de risques, pas prendre de risque de se faire agresser sexuellement parce qu'il faut protéger sa vertu jusqu'à son dernier souffle. Voilà. C'est un peu mon point de vue là-dessus, en tout cas. Il y a un peu de ça, puisque après, est-ce qu'on pourrait également dire qu'il y a quelque chose de générationnel là-dedans, puisque, moi, je me rappelle quand j'étais gosse, ma mère, ma grand-mère, qui me décrivait un peu l'autostoppeur exactement, avec les mêmes qualificatifs que le mec louche au coin de la rue qui te suit, qui peut essayer de t'agresser sexuellement. Alors que pourtant, je veux dire, il y a tout le monde, quasiment tout le monde conduit quand les gens sont assez valides pour le faire. C'est pas forcément des mecs, et du coup, ça rejoint le côté aléatoire d'une rencontre entre deux personnes. Du moins, c'est ce que j'ai entendu dans tes paroles. Ouais, je sais pas si c'est générationnel. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que il y a de moins en moins de gens qui ont fait du stop dans leur jeunesse, et donc souvent ces personnes-là, ce sont des personnes qui prennent en stop. Donc en proportion, je pense qu'il y en a moins parce que la pratique c'est un peu délité. Il y a maintenant du covoiturage très organisé qui a en partie remplacé les phénomènes d'autostop. Il y a le fait que beaucoup plus de gens ont des voitures personnelles, que les routes sont moins accessibles aux piétons. Je pense à des nationales à 2 voies ou à les autoroutes forcément qui sont pas des lieux où les piétons sont bienvenus. Ça fait que les autostoppeurs on les voit moins, on y est moins exposé, on a l'impression que ça c'est encore plus marginalisé qu'avant. Et après, il y a une autre
niveau de lecture, je dirais, c'est que des autostoppeurs, il y en a de tous les types en fait, des autostoppeurs, autostoppeuses. Il y a des gens qui sont là par survie, c'est-à-dire ils n'ont pas d'autres moyens de se déplacer, peut-être qu'ils sont même complètement à la dérive. Hein, c'est très possible. Des personnes SDF déconnectées, voilà, très peu riches de liens sociaux peuvent être très bien utiliser ce moyen de transport pour se démerder. Et là-dedans, dans l'autostop, il pourrait y avoir aussi des personnes qui veulent faire un voyage découverte d'un pays avec une autre façon de voyager, mais qui auraient très bien pu prendre d'autres façons, d'autres modes de transport. En fait, on peut avoir plus ou moins le choix, et donc on peut être plus ou moins désirable en tant que personne extérieure dans l'univers de quelqu'un, et vice versa. Après, voilà, on a peut-être l'erreur de percevoir le stop comme étant un phénomène uniforme, alors qu'il faut accepter que, comme bien autre chose, c'est hyper complexe. Les gens qui ont des voitures ne roulent pas toutes en BMW non plus. On a de tous les types de personnes en voiture, et c'est ce qui est super intéressant pour des personnes qui ont envie de connaître une bonne diversité de l'humanité. Ce côté de dire, ok, là aujourd'hui je sors de chez moi, je vais peut-être tomber sur quelqu'un de méga cool qui a des expériences de vie de ouf, je vais peut-être tomber sur un facho qui va me bouleverser, mais je vais peut-être en savoir plus sur ce qu'il pense, ou peut-être qu'en fait il va falloir que je mette mes limites à fond. Donc ça, c'est une expérience déstabilisante, mais qui pour moi a toujours été enrichissante si je m'y étais préparée correctement avant. Eh bien, utilisons le moyen de transport de l'esprit avec un petit voyage sonore en musique. Sur le girl that kick that door that walk and fuck your sister. So what do you want me to do? Express yourself. On my knees and my hand against the wall, with a dick in my mouth, I used to mucus my soul. My knees and my hand against the wall, till we switch on the body quiz. Organize no lies, haven't realized. If a chance to survive, I got no right to hide. Wanna do all time, I got no right to hide. Cacher tes émotions, même sous pression, mais te rencard de tes pulsions bloquées tout au fond. À l'intérieur comme à l'extérieur, te révéler te fait peur, cramponner à ton rôle à tout prix. Garder le contrôle, comme maintenant un rap te frappe, te pousse à t'emporter qu'un beat adéquat pour t'aider à bouger. Toi, tu contiens l'attaque, tu calmes tes bras, tes pas. Savoir reste poser tes nerfs en triompher. In the curse, to this love is pressure. Always avoiding words that cut and move that hurt, feeling
craquer, j'aimerais t'entendre hurler. Ton corps se tendre et puis céder à découverte, abandonnée, colère ou bien plaisir, douleur ou bien désir. J'aimerais t'entendre dire des choses dures ou vulgaires à découvert. À découvert, cause fear et the curse. Today's world is pressure. Fear and 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 the curse. Today's world is pressure. I can start when I survive. My soul on my knees and my hands against the wall. I used to deal with rage as my body craves. Organize no lies. Happen to realize if a chance to survive, we got the right to hide and do all that. We got the right to hide. 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 Lost fear and curse. Today's world is pressure. Today's what is pressure. Fear and the curse. Today's what is pressure. Fear and the curse. Today's what is pressure. Fear and the curse. Today's what is pressure. I decide when I survive. Eh bien, écoute, dans ce que tu me racontais, il y a un paramètre que j'avais pas pris en compte, mais que je trouve intéressant. C'est l'évolution de la pratique de l'autostop qui est corrélée avec l'urbanisation. C'est-à-dire, voilà, avec les années, on a eu de plus en plus d'autoroutes, de voies à grande vitesse également, qui sont pas très piéton-friendly. Et c'est vrai que c'est un paramètre que j'avais pas du tout envisagé et qui est intéressant. Bah, c'est super intéressant et à la fois c'est une contrainte énorme, mais ça veut dire que pour beaucoup de personnes qui doivent quitter les villes, il faut se retrouver dans une friche urbaine bien souvent pour se retrouver dans un endroit où il y a une rampe d'accès à une voie rapide, où on puisse en tant que piéton se poser et que ce soit suffisamment intuitif qu'on souhaite aller dans une telle direction. Moi, je pense notamment à Bordeaux où pour aller vers l'Espagne, voilà, il fallait être dans cette friche urbaine. Même quand, voilà, je suis repartie de Porto pour aller vers le nord, ben voilà, même chose, il y a une friche urbaine. Donc on se retrouve dans des endroits, alors friche urbaine ou plutôt zone industrielle. Oui, oui, j'avais donc compris. on se retrouve dans des endroits où il y a peu de passages, mais le passage risque d'être longue distance. Et surtout, on cherche à avoir des gens qui nous sortent de la ville et non pas qui vont ressortir plus loin sur la VRU pour dire je me déplace à l'intérieur de ma zone urbaine. Non, on cherche à aller au moins jusqu'à la première station-service. Donc forcément l'urbanisation, et c'est ça qui est drôle aussi, c'est comme l'autostop n'est jamais pris en compte dans les planifications urbaines, très peu. Hein, il y a des exceptions en Israël, il y a des exceptions aux Pays-Bas de prise en compte de l'autostop dans l'urbanisation. Et les lieux où les personnes pouvaient s'arrêter en toute sécurité, quand il y a des travaux qui sont faits, souvent ils disparaissent. Donc on se retrouve avec des garde-fous, des bandes d'arrêt d'urgence, mais très très fines, ou après l'endroit où on peut s'arrêter soi-même en tant que piéton, on peut circuler. Et je dis qu'il y a des exceptions. Il y en a en France, hein, c'est une prise en considération qui est aussi exceptionnelle. C'est via les arrêts-stop qui sont mis en place par le réseau Pouce. Ah. Le réseau Pouce, c'est un réseau d'autostop organisé qui relie des communautés, souvent dans une zone. Je parlais un peu tout à l'heure de cette idée presque insulaire. On a une vallée par exemple où là on se déplace le long d'une départementale, et ça c'est très très fréquent en France. Il y a une ville de taille moyenne et il y a des départementales qui rayonnent autour et qui sont un peu les voies classiques d'entrée et de sortie. Et en fait, Réseau Pouce va travailler avec les communes pour déterminer des lieux où les gens peuvent s'arrêter en toute sécurité et mettre un panneau d'autostop marqué arrêt stop sur fond vert. Et ça, c'est un espèce de renouveau de l'autostop dans un cadre un peu sécurisé, ou en tout cas où on reconnaît que c'est une pratique qui est utile à la société et qui est une pratique de transport en commun solidaire.
Et donc Réseau Pouce, c'est accessible en France, c'est encore d'actualité et il y a plusieurs villes dans lesquelles on peut trouver ce dispositif, c'est bien ça? Alors, ce sera pas trop dans les villes, mais l'urbanisation, c'est pas que une grosse ville. C'est aussi comment on se déplace de la campagne vers les villes. Et donc, oui, ça a démarré dans les environs il me semble, de Toulouse, un peu en périphérie de Toulouse, à la base. Même là, ici, dans ma région, on en trouve dans plusieurs parcs naturels, on en retrouve sur la route de Chartreuse, voilà, je suis côté des Alpes. Ça m'arrive régulièrement en fait de me déplacer, de tomber sur une départementale où il y a ces panneaux Réseau Pouce, et si on va sur leur site web, on peut voir la carte de tous les endroits en France où c'est fait. Et en général, ce sont des lieux où voilà, il y a un déplacement clair qu'on dit pendulaire, c'est-à-dire on fait des allers-retours sur un même axe facilement. Donc souvent, c'est parce qu'il y a une ville de taille moyenne à la clé et une départementale assez droite qui représente le gros du flux des véhicules. D'accord, c'est excellent. Question qu'on a dû te poser des centaines de fois, mais combien de pays as-tu vu et dans combien de pays as-tu voyagé de cette manière? J'en ai aucune idée. Je sais que ça se compte par dizaines. Je peux dire en gros que l'Europe, je connais assez bien, mis à part les pays baltes. Okay. Même les Balkans, voilà, j'ai traversé un petit peu, mais il y a des pays où je ne suis pas entrée. En tout cas, j'ai eu la chance de me déplacer un peu en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, en Croatie, mais voilà, je considère pas que je maîtrise la région des Balkans. Après, je suis allée jusqu'en Turquie où j'ai fait beaucoup de stops. Mm-hmm. Mais quand je me suis déplacée, c'était parfois un vélo solaire, donc que ce soit en Turquie ou en Asie centrale. Après, je connais forcément bien mon pays. Le Canada, j'ai pas mal bougé en stop aussi à l'époque, mais très peu aux États-Unis et pas en Amérique du Sud, par exemple. Mm. Mais ça fait déjà beaucoup. Et est-ce qu'il y a question qui me taraude, du coup, est-ce qu'il y a des pays dans lesquels l'autostop c'est illégal? Il y en a très peu dans lesquels c'est illégal. Il y a plutôt des circonstances dans lesquelles les choses sont illégales. D'accord. Alors, un exemple, aux États-Unis, il y a pas mal d'États où on va dire le stop est illégal sur les interstates, en fait, qui est un type de route. On pourrait dire la même chose de quasiment toutes les autoroutes en France. Ouais. En fait, c'est très rare que la pratique autostop soit inscrite à la loi comme étant une pratique interdite. Par contre, il y aura des choses qui vont permettre de l'interdire par la bande. Donc, le fait que pour un piéton, ce soit interdit d'être là, comme sur les autoroutes en France, typiquement. Le fait que pour un véhicule, ce soit interdit de s'arrêter, comme beaucoup de nationales et même certaines départementales de fois de voie, il y a souvent une interdiction d'arrêt, il n'y a pas l'espace pour s'arrêter. Donc. Et la troisième mesure, ce serait de dire vraiment l'autostop il est interdit comme pratique, ou la sollicitation est interdite comme pratique. Donc, ça, c'est un truc que j'ai découvert au Québec. La ville de Québec a dit il est interdit de solliciter. Donc, c'était surtout pour les gens qui faisaient la manche. Mais solliciter un transport, comme ça, en faisant un signe pour le solliciter, ça rentrait dans le périmètre de cette loi anti-mendicité. Et donc, l'autostop a été interdit et ça a été appliqué comme ça sur le territoire de la ville de Québec. D'accord. Faisons un stop musical et on se retrouve dans quelques instants. Sous un soleil entêté, Jamena la belle est réveillée. Le moitié interpelle les fidèles de sa voix de miel, remerciant le Très-Haut de sa bonté. J'emporte dans ma mémoire les saveurs de ces heures, les chants et les voix, les douleurs et les pleurs. Là-bas, j'ai vu la guerre et l'espérance, mais ailleurs on fait mieux la différence. Partir loin et découvrir
lumière. Voyager, rien ne m'est plus essentiel. Plier bagages en quête d'autres images plus réelles que celles des vitrines actuelles. Miroir d'ignorance et de suffisance extrême. Je me déclare citoyenne, universelle. Je m'offre le passeport de terrienne, décide que toute terre est mienne. Rio, Yaoundé, Paris, c'est la mer. Chacun son karma, le mien d'être nubienne. Partir loin et découvrir quelle est l'humanité respire. Comment nos contemporains vivent sous d'autres lumières. Loin d'ici, partir loin et découvrir quelle est l'humanité respire. Comment nos contemporains vivent sous d'autres lumières. Voyager, voyager, voyager. Toujours plus loin, oui aller loin, aller plus loin, aller toujours plus loin, oui aller loin, voyager, aller toujours plus loin, oui aller loin, voyager, aller toujours plus loin, aller toujours plus loin, oui aller loin. Et du coup, pour une personne qui n'est pas coutumière de l'autostop, est-ce que tu donnerais des conseils? Est-ce que tu ferais des recommandations? À l'ère de l'Internet, si on a les capacités de prendre le temps de s'informer, de lire des témoignages, de lire des conseils venant des personnes les plus concernées possibles, les plus proches de soi, comme quand j'ai commencé sur Internet à poster des témoignages de femmes, il y en avait pas beaucoup et il y avait que des hommes qui donnaient des conseils aux femmes en disant moi je pense que vous devriez pas faire d'autostop. et même chose, je veux dire, je connais des personnes racisées, ils sont allés lire des témoignages d'autres personnes, ils ont approché des autostoppeurs, autostoppeuses racisées, donc ce sont les personnes les plus à même de donner des conseils appropriés et de donner un son de cloche du terrain, même si forcément il y aura des différences de vue. On n'examine pas le risque de la même façon, on n'a pas toutes les mêmes capacités non plus de gestion mentale ou de pouvoir se replier sur un transport en commun si ça se passe mal, etc. Donc, mais sinon, moi j'ai écrit un bouquin qui est encore en vente. Oui, c'est vrai, aux éditions de Biplanète. Comment s'appelle ce livre? La Bible du grand voyageur. C'est pas moi qui ai choisi le titre, on est 3 personnes avec donc les deux mecs, un des 2 mecs de Nuit et Culotté et un autre de leurs potes, l'émission Nuit et Culotté. Et en fait, on parle d'autostop, mais on parle aussi de voyager en sécurité, donc des trucs de sécurité pour tous et toutes. Le voyage au féminin, mais de façon
orientées, voilà, vraiment des problématiques d'avortement, de règles, de choses comme ça, et pas des problématiques. La sécurité, c'est pour tous en fait. Hein, la prévention des agressions sexuelles, c'est pour tous aussi. Hein. Absolument. Oui, un excellent livre, voilà, qu'on vous recommande, la Bible du grand voyageur, aux éditions Lonely Planet, et l'émission Nues et culottées, qui est toujours en diffusion régulière sur France 5, C'est bien ça. Sauf erreur de ma part, voilà. Et tu disais qu'il y avait eu des témoignages de femmes qui faisaient de l'autostop, tout comme toi, qui avaient été recueillis. Qu'est-ce qui ressortait de commun de tous ces témoignages-là? De commun, je pense que c'était l'idée que l'autostop est une pratique utile, intéressante, qui apportait quelque chose aux personnes qui la pratiquent. Après, la perception de la sécurité ou des meilleurs conseils et tout ça n'était jamais la même. Et c'est ça que j'ai trouvé, moi, personnellement intéressant. Donc, j'avais commencé sur le blog Globestoppeuse cette série que j'appelle les autostoppeuses fantastiques, qui sont à partir de 5 questions standardisées. En gros, on demande pourquoi tu fais du stop, comment tu fais du stop, c'est quoi ton meilleur conseil de sécurité, etc. Et l'idée, c'était d'avoir une grande diversité de personnes. Donc, j'ai eu autant celle qui a fait du stop toute seule en Sénégal et en Mauritanie, comme celle qui a fait du stop pour la première fois dans un festival d'autostop comme la Madjac en France, en binôme absolument. Donc, et sinon, il y a celle aussi qui se déplace que en couple pour faire du voyage longue distance. Donc, ça donnait tout un panel. Et si tu remarques depuis le début de notre conversation, j'essaie de souligner à quel point la pratique du stop, c'est quelque chose de complexe et non pas de très simplifié. Voilà, quand on sait par exemple qu'il y a des facteurs de risque d'agression qui est le nombre de kilomètres parcourus. Tu fais une petite distance, tu as plus de risque d'agression qu'une longue distance. Donc en fait, les personnes qui voyagent au long cours, souvent, alors il y a plein de façons d'interpréter la chose, mais est-ce qu'ils n'ont pas des gestions de la relation humaine différentes dans ce type de circonstances? Donc voilà, c'est des pratiques extrêmement complexes et chacun en fait doit déployer sa façon de gérer sa sécurité, sa façon de déceler s'il se passe quelque chose, son protocole. Et ce qui est super, c'est que ça nous pousse à nous interroger sur nos limites personnelles, à nous faire des plans d'urgence mentaux, voilà, de gérer le risque. Et apprendre à faire ça dans le cadre de l'autostop, c'est apprendre à le faire dans le cadre de toute sa vie, dans le cadre de toutes ses relations humaines. Et donc si on prend le temps de le faire progressivement, qu'on se met pas en danger trop dès le début, on a le temps d'apprendre énormément sur soi et sur la gestion des relations avec les autres, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a évidemment des risques réels, comme dans plein de domaines de la vie. Il y a pas de risque zéro. Je veux dire, je sors de chez moi, j'ai un risque de me faire écraser par une bagnole, même si ce risque est minime, mais ça peut arriver. Mais il y a un paramètre qui ressort dans ce que tu dis, c'est la perception qu'on va avoir nous-mêmes du risque qui peut influer sur notre pratique. Et c'est forcément jamais la même, puisque selon nos vécus et nos personnalités, on va pas avoir la même perception du risque. Oui, et puis il y a même un terme en sociologie de géographie pour ça. En fait, on parle de motilité. La motilité, dans ce contexte-là, c'est la perception de notre capacité à se déplacer. Donc la mobilité, ça serait dire, ok, on peut se déplacer, voilà, je suis mobile si j'ai accès à un bus qui m'amène jusqu'à Toulouse. Mais ma motilité, elle va déterminer si je me sens capable d'aller prendre ce bus, par exemple, d'aller faire du stop. Et la motilité des femmes, on sait qu'elle est plus faible que la motilité des hommes. Et on sait aussi qu'elle est intimement liée à ce qu'on appelle la géographie de la peur, c'est-à-dire des endroits qu'on considère comme étant dangereux, on les catégorise mentalement et socialement. Hein, c'est pas des trucs qui sont uniquement à notre niveau psychologique. C'est de dire voilà, ces endroits-là ne sont pas appropriés pour une personne comme moi parce que je vais me faire agresser, et cette géographie de la peur, même si les agressions sont peut-être plus nombreuses chez les hommes, la géographie de la peur, elle est très genrée et elle va imposer une espèce de contrôle sur la mobilité des femmes, des minorités de genre, des personnes racisées, etc. Voilà, on se retrouve dans quelques instants après une petite pause musicale.
я сам, дитино, золотоцінно, любив я вас, О, люба, о, ніжна Інно, сніги, 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 зимовий вечір, я вам чужий, 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 чужий. Ваші очі, як спів, як спів, як спів, і небо, о, раптом небо, я вам чужий, 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 чужий. О, панно Інно, я сам, дитино, золотоцінно, я вас любив, а я вас любив. C'est hyper intéressant tout ce que tu me dis, et du coup l'interview dure un peu plus longtemps que prévu. Cette géographie de la peur, ces notions de motilité que je découvre avec toi, est-ce qu'on peut dire quand même que la société patriarcale a une responsabilité là-dedans ? Ah ben clairement, on n'existe pas à l'extérieur de cette société patriarcale. Et quand on dit voilà, tu peux pas faire ça, tu peux pas aller là parce que tu es une femme, par exemple, c'est clairement ce qu'on est en train de créer en fait, cette géographie de la peur. Si tu entends dire voilà, il y a eu un viol à tel endroit, ta géographie de la peur vient d'être influencée par ça, mais non seulement la tienne, mais celle de tout le monde. Une illustration que j'ai, c'est que quand je suis allée en Turquie en autostop, j'ai quand même
beaucoup préparée. Je me suis préparée vraiment à ajuster ce que j'appelais mon bullshitomètre, donc à réagir très rapidement s'il y avait quoi que ce soit qui me semblait de travers dans le comportement de la personne. J'avais déjà été kidnappée en Allemagne, un des pays dits les plus safe d'Europe. Et donc, j'ai eu le temps de débriefer tout ça, de me mettre au clair avec moi, mon envie, mes priorités par rapport à ma sécurité et la façon dont j'allais appliquer en fait mes filtres personnels, capables de réagir rapidement. Et accepter aussi les risques et ses conséquences. Mais quand je suis arrivée en Turquie, il y avait eu un meurtre d'autostoppeuse qui avait été largement médiatisé parce que c'était une Italienne qui faisait un projet artistique pour démontrer que l'être humain est bon et pour promouvoir la paix dans le monde. Ah donc ouais. Elles étaient deux, elles avaient des robes de mariée et elles s'arrêtaient dans des groupes de femmes pour pouvoir faire broder les choses par les groupes de femmes sur leur robe de mariée. Et en fait, elle s'est séparée avec sa collègue dans les environs d'Istanbul. Elle se rendait, je crois, jusqu'à Israël ou Liban, je sais plus précisément. Et elle s'est fait donc violer et tuer dans les environs d'Istanbul. Et ça a été très très médiatisé. Et en fait, moi, les gens s'arrêtaient pour me dire, mais en fait, tu sais pas, c'est dangereux en Turquie. D'ailleurs, il y a Pipa Baka qui a été tué, quoi. Et moi, je savais bien avant d'arriver en Turquie, donc je connaissais quand même déjà bien le milieu de l'autostop à l'époque. Et en fait, cette géographie de la peur-là, elle s'est retrouvée très clairement sur mon chemin en Turquie, parce que elle n'était pas liée aux statistiques, par exemple, d'agression d'autostoppeuses. C'était un événement qui avait été très médiatisé d'une personne étrangère. Le peuple turc avait dit, il y avait eu des titres dans les journaux qui disaient nous avons honte en fait de ça, d'avoir été le lieu où ça s'est vécu. Et donc les conséquences de cette agression ont été bien plus grandes que celles qui auraient pu se passer à Perpète-les-Bains. Donc c'est ce qu'on appellerait en socio ou en psycho une donnée déviante quand on essaye de faire une corrélation ou de représenter graphiquement des stats, quoi. Ouais, là c'est un cas extrême parce que ça a été une médiatisation nationale, parce que ça a été un traumatisme culturel. Mais les géographies de la peur ne sont pas corrélées directement à des lieux d'agression. Je veux dire, je suis sûre, Beryl, que tu le sais toi-même, que par exemple les viols ont beaucoup plus lieu dans les espaces privés que dans les espaces publics. Bien par évidemment, on a beaucoup plus de risques que ça arrive dans son propre chez-soi et dans sa propre famille que dehors dans la rue. C'est incroyable, on est beaucoup plus en sécurité dans la rue en réalité, oui. Et bien arrive le moment de la libre expression où donc tu as le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui faire passer comme message aux personnes qui sont en train de nous écouter ? Et voilà, oui, qu'est-ce que tu aimerais dire pour terminer cette interview ? Je pense que pour beaucoup de femmes et de personnes de minorité de genre, en fait, on a l'impression que il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'elles ne sont pas acceptables, et surtout parce que ce n'est pas acceptable de prendre le risque de le faire. Et moi, je compare l'autostop à une autre pratique comme les sports extrêmes, où il y a un moment où on se dit, en fait, ok, le risque, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le prendre. On va pas descendre une montagne lors de sa première. Je vais reprendre. On va pas descendre une montagne à toute vitesse lors de sa première expérience en ski. On ne va pas prendre tous les risques lors de notre première expérience en autostop, mais lorsqu'on apprend à faire les choses et qu'on sent qu'on a confiance, on a le droit de s'octroyer, de prendre des risques, même si ces risques-là, c'est le risque d'être agressé. Et heureusement qu'on peut sortir de chez soi, heureusement qu'on peut quitter nos familles violentes, heureusement qu'on peut faire du stop, heureusement qu'on a le droit de sauter en parachute et de se permettre de vivre des expériences qui nous conviennent. Et c'est à chacune de trouver le risque auquel elle est prêt à s'exposer et de dire ok, moi j'ai envie de vivre en fait, vraiment.
Dirais-tu que pour toi, pas forcément pour la population en général, mais pour toi, faire de l'autostop est un moyen d'émancipation? D'émancipation, au même titre que le vélo était un moyen d'émancipation pour les femmes. Disons que moi, je suis pas née riche, je suis pas née pauvre non plus, mais en fait, j'ai quitté chez moi très tôt. Donc j'ai été pauvre très longtemps. J'ai été même SDF pendant un bon moment. Et l'autostop, ça a été un moyen de déplacement. Donc si le fait de pouvoir faire un truc où t'es censé avoir de la thune pour le faire, et que tu le fais même si t'as pas de thune, c'est de l'émancipation, forcément ça en est. Donc non, à plein d'échelles c'était intéressant parce que ça bouleverse les codes aussi. C'est pas juste je me déplace gratuitement alors que je pourrais ne pas me déplacer, je fais quelque chose où je devrais avoir peur, je le fais de façon rationnelle et choisie. C'est voilà, il y a tout un contexte, on sait qu'on est en train de faire un truc un peu subversif quand on fait ça, donc ça donne une sensation assez grisante de liberté. C'est ça aussi l'émancipation. Eh bien, Annick Marie, mille merci de nous avoir accordé ce temps aujourd'hui dans Radio Campus pour notre émission Bouge ton genre sur le canal 93.3. Et comme on disait tout à l'heure, le blog Blogstoppeuse est toujours accessible via votre moteur de recherche préféré, où vous y trouverez donc plein de conseils et plein de témoignages, et bien entendu l'excellent livre de la Bible du voyageur aux éditions l'Omniplanète est toujours en vente. C'est bien ça ? Oui, on en est à la 4e édition. Je suis très fière. Mon bébé a été repris, notamment par une nouvelle équipe dirigée par une femme. Ah, enfin. Encore. Encore. Ah, mais ça c'est très bien. C'est que des bonnes choses. En tout cas, mille merci Annick Marie. Et puis bonne journée. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Eh bien, merci Beryl pour cette belle interview très intéressante. Eh bien, je t'en prie. Et donc, ce voyage en pays de l'autostop a été ponctué des titres suivants. Donc, nous avons écouté les Straight Warriors. Et le titre, c'est Fear is the Curse. Voilà, la peur et la malédiction. C'est quelque chose qui s'accommode bien avec notre peur, parfois un peu viscérale, de faire de l'autostop. On a écouté Voyager du superbe groupe Les Nubians. Et on a écouté O Panso Inno, apparemment ça veut dire moi-même en ukrainien, du groupe Duck Daughters. Voilà, puisqu'on continue à avoir quelques pensées quand même pour nos sœurs en Ukraine, puisque la guerre est loin d'être terminée. Bouge ton genre, militant, excellent, sur Radio Campus 93.3. Et maintenant, nous allons écouter... Oh, qu'est-ce que j'entends ? Eh ben, c'est déjà la fin. Oh non, les chats de la faim qui commencent à miauler. Oh, c'est le moment que je déteste le plus dans l'émission. Je sais, je le dis à chaque émission, mais je le redis. Oui, mais c'est pour mieux se retrouver la fois d'après. Exactement. Avec encore plus de surprises, plus de bonne humeur, plus de collègues, plus de chroniques, plus d'interviews, plus de musique. Non, je l'ai déjà dit ça, plus de musique. Je sais plus. Voilà, bon, c'est le signe que de toute façon, on va devoir rendre l'antenne. Mais pour mieux se retrouver le mois prochain. À bientôt. À très bientôt les amis. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Days trying hard to get your attention, but it ain't working. Yeah, I've been spending all my nights and time crying. Won't you get that right? Satisfaction guaranteed. You just keep on digging, yeah. Satisfaction guaranteed.
some in return. Satisfaction guaranteed. You just keep on digging it. Satisfaction guaranteed.